Signal. Bonsoir, le Trianon hier soir, l'Hôtel de Ville ce matin, le Quai d'Orsay à midi, l'Assemblée nationale cet après-midi et le Sénat ce soir. Boris Yeltsin a eu droit à un parcours royal. Tous les palais de la République lui ont ouvert leurs portes. Francine Raymond. Le président Yeltsin ce matin sur les Champs-Élysées, dépôt de gerbes à l'Arc de Triomphe, un hommage aux morts des deux guerres mondiales, l'image du jour, celle qui symbolise les liens historiques entre la France et la Russie. Le marathon a débuté ce matin par un tête-à-tête avec Roland Dumas. Paris espère beaucoup obtenir du président de la Russie des assurances sur la sécurité nucléaire dans l'ancienne URSS. Réception à la mairie de Paris, Boris Yeltsin, accueilli par Jacques Chirac, lance un appel solennel à la communauté internationale. Si la Russie échoue dans ses réformes économiques, un dictateur apparaîtra. La fin de l'hiver, on le sait, sera cruciale en Russie. Depuis hier, Boris Yeltsin fait observer que la population russe ne tiendra le coup que si l'Occident adopte une attitude plus ouverte. À l'occasion du déjeuner offert au Palais des Affaires étrangères par Edith Cresson, le Premier ministre confirme l'octroi à la Russie d'un prêt d'1,5 milliard pour l'achat de céréales. Crédit qui sera porté à 2 milliards à la fin du repas. Mais le temps presse. Boris Yeltsin est attendu à l'hôtel de l'Assé par le président de l'Assemblée nationale, Henri Emmanuelli. Le président Yeltsin devait ensuite tenter de convaincre les patrons français d'aller investir dans son pays. Donc Boris Yeltsin ne repartira pas pour Moscou avec un simple album de souvenirs, aussi agréable soit-il. La France a tenu à afficher sa solidarité d'une manière très concrète. Elle accorde à la Russie, Francine a dit 2, non 3 milliards 500 millions. Boris Yeltsin, sensible à ce geste, a tenu à préciser qu'il n'aimait pas le terme employé. Aide, il lui préfère le mot soutien. Va pour le soutien. Et en marge du gouvernement, le numéro 1 russe a aussi développé des contacts très sérieux avec les industriels français. Elf Aquitaine a ouvert le feu de la coopération économique avec un contrat de 2 milliards de francs à Moscou. Les patrons français vont-ils suivre l'exemple? C'est François Périgaud, le président du CNPF, qui nous donne sa réponse. Inquiétant, si vous voulez, inquiétant, c'est effectivement qu'il y a un tel changement mental à apporter quelle sera la rapidité avec laquelle l'ensemble des mentalités russes seront acquises aux pratiques, aux vraies pratiques de l'économie de marché. C'est ça l'inquiétude, combien de temps ça mettra, et est-ce qu'entre-temps personne ne se découragera? Et là j'arrive au positif, quand vous entendez ce que nous venons d'entendre pendant 1h30, la détermination, et je crois une détermination très, très sincère, le volontarisme, la lucidité des difficultés qu'il y a à surmonter, c'est un facteur de confiance. Et d'ailleurs, le grand message est de nous dire, celui que j'ai retenu de tout à l'heure, de dire, écoutez, c'est vrai, ça fait du temps, on a du mal, on est encore en plein dans les difficultés, le bout du tunnel n'est pas arrivé, mais je suis là. Nous sommes là, nous sommes déterminés, faites-nous confiance. En Algérie, la détention en prison des dirigeants intégristes n'a pas mis fin à l'agitation dans ou autour des mosquées. Les militants islamistes semblent impatients d'en découdre avec le pouvoir et cela provoque des affrontements de plus en plus fréquents et meurtriers. Depuis 2 jours et malgré la répression de l'armée, les manifestations d'intégristes se succèdent en effet à Batna. Le bilan officiel fait état de 12 morts et de 66 blessés, d'une quinzaine d'arrestations. Mais le FIS affirme qu'il y a beaucoup plus de victimes. Correspondance de l'AFP sur place, Boubker Belkadi. L'affrontement entre manifestants islamistes et forces de l'ordre ont repris ce matin après une nuit d'accalmie à Batna dans les Aurès. Le bilan des victimes s'est alourdi, passant de 8 à 12 morts selon un bilan officiel et à plus de 20 morts selon le FIS, Front islamique du salut. 66 blessés, dont plusieurs dans un état critique, ont été dénombrés, mais les ambulances continuaient encore à sillonner les artères de la ville désertées par les passants. La ville ressemble à un vaste champ de bataille avec les fumées des pneus enflammés par les manifestants et des grenades lacrymogènes, des projectiles divers jonchant le sol et les tirs sporadiques d'armes automatiques. Des tireurs embusqués derrière des barricades de fortune et cachés par la fumée tirent sur les gendarmes et l'armée en mettant en avant des enfants et des adolescents chauffés à blanc selon la gendarmerie. Les sorties et les entrées de la ville sont soigneusement filtrées par des barrages de gendarmerie et de l'armée. Les journalistes et les photographes n'y sont pas admis selon le FIS. Alger, Boubker Belkadi, AFP Audio. En Espagne, les séparatistes basques veulent plonger les habitants des grandes villes dans la peur. Un attentat a eu lieu ce matin à l'ouverture des bureaux en plein centre de Madrid.
Une voiture piégée a explosé près d'un bâtiment de l'armée. 4 militaires et un civil ont été tués. Bien sûr, cet attentat renforce les craintes qui pèsent sur les Jeux Olympiques de Barcelone et sur l'exposition universelle de Séville. Felipe González, le chef du gouvernement, a d'ailleurs réagi très vivement en réaffirmant qu'il ne céderait pas au chantage terroriste. Clément Veyrenal. 5 morts, dont un civil, et 6 blessés. Tel est le dernier bilan de l'attentat à la voiture piégée qui a eu lieu ce matin en plein centre de Madrid, à proximité du haut commandement militaire. Selon les premiers éléments de l'enquête, la bombe qui a explosé sur le passage d'une fourgonnette de l'armée espagnole était commandée à distance. Les 4 militaires qui se trouvaient dans la camionnette ont été tués sur le coup. Ce soir, l'attentat n'a toujours pas été revendiqué, mais il ne fait guère de doute que c'est bien l'organisation terroriste basque ETA qui est à l'origine de cette nouvelle tuerie. Il s'agit de l'attentat le plus meurtrier en Espagne depuis le début de l'année. Le gouvernement espagnol a indiqué aujourd'hui qu'en dépit des mesures de sécurité renforcées, il s'attendait à une recrudescence des attentats terroristes à l'approche des Jeux Olympiques de Barcelone et de l'exposition universelle de Séville. Le juge Bruguière, qui enquête sur l'explosion meurtrière du DC-10 français au-dessus du Ténéré en 89, doit être très mécontent. Il s'apprêtait à entendre à nouveau le principal témoin qu'il avait mis sur la piste libyenne et qui se trouvait à Brazzaville, mais celui-ci a disparu. Bernard Yanga était en garde à vue au commissariat de Brazzaville depuis plus de 2 ans, mais on n'a plus aucune nouvelle de lui depuis le 26 janvier. Une disparition si trouble que certains craignent qu'il ait été tué. Ces révélations étaient en effet très gênantes pour le pouvoir libyen. Enquête de Caroline Sins et Joseph Tual. Seule photo de Bernard Yanga, celle de l'affiche établie par la sécurité congolaise lors de son arrestation. Cet homme de 38 ans est arrêté en janvier 90 par les policiers du Congo qui l'interrogent sur l'attentat du DC-10. Ses aveux désignent la Libye. En effet, Yanga travaillait pour les services libyens avec un groupuscule d'opposants congolais basé à Brazzaville. Le président de ce groupe, ami de Yanga, portait la valise piégée qui a fait exploser le DC-10. Yanga est donc le témoin numéro 1 de cette affaire. Le juge Bruguière avait entendu Yanga à Brazzaville. Ses aveux constituent l'élément essentiel de son dossier qui incrimine la Libye. Le juge Bruguière devait à nouveau rencontrer Yanga lundi prochain au Congo. Nous savons qu'il avait demandé à venir en France et qu'il avait fait une demande de visa auprès des autorités françaises. Donc on ne voit pas pourquoi, d'un seul coup, il disparaîtrait, il s'évaderait. Yanga n'avait aucune raison de s'évader, car selon le chef de la police congolaise, il pouvait sortir librement du commissariat de Brazzaville. Alors, qui avait intérêt à le voir disparaître? L'enquête, l'instruction permet de mettre sur la sellette un certain nombre de personnages. Il désigne un pays commanditaire, la Libye. Donc, je dis à qui profite le crime. Yanga aurait-il été assassiné? Luc Abouzeïd, qui a travaillé pour la DST, notamment sur les réseaux pro-libyens en Afrique, l'affirme. Moi je pense que c'est une exécution pure et simple. C'est une exécution, il n'est plus là, il n'est plus en vue. C'est une opération de commando de plus grande envergure. Par qui? Par les Libyens, mais ce n'est pas effectué par eux-mêmes. C'est par des mercenaires. Et je parle après, ce sont par des mercenaires européens. Reste 2 questions. Pourquoi la France n'a-t-elle pu obtenir la protection d'un témoin aussi essentiel que Yanga? Pourquoi n'a-t-on appris sa disparition qu'hier soir avec 10 jours de retard? Pour Abouzeïd, il y aurait eu conclusion d'un accord entre services français et libyens. Reste l'enquête du juge Bruguière qui continue. 4 mandats d'arrêt internationaux lancés contre de hauts responsables libyens dont le beau-frère du colonel Kadhafi restent en vigueur. Les ravisseurs du petit Anthony de Clercq, kidnappé avant-hier en Belgique, ne se manifestent toujours pas. Et par leur silence, ils font davantage souffrir les parents d'Anthony. Les parents qui ont lancé aujourd'hui un appel suppliant aux ravisseurs en leur demandant de nouer des contacts au plus vite avec eux. Anthony a été enlevé depuis plus de 2 jours maintenant. Reportage FR3 Lille, Olivier Chaplet. Puis-je demander aux ravisseurs d'Anthony de prendre bien soin de lui? Prenez contact chez nous, à la maison. Mon petit Anthony, tu es un chic garçon. Tout le monde prie pour toi. Appel pathétique en forme de supplique à l'adresse des ravisseurs de leur fils. Ce soir, l'angoisse est montée d'un cran chez les De Clercq. Depuis mardi matin, la famille attend en vain un contact des ravisseurs d'Anthony, 11 ans, enlevé sur le chemin de l'école par 3 ou 4 hommes cagoulés.
Sur le terrain, malgré les centaines de contrôles et barrages opérés sur les routes belges, l'enquête semble toujours au point mort. Seul élément au dossier, la voiture utilisée par les kidnappeurs, un véhicule volé et retrouvé dans ce bois longeant l'autoroute Anvers-Gand. En attendant une hypothétique demande de rançon, la famille Declercq a demandé à la presse de ne pas entraver le cours de l'enquête. Selon les toutes dernières informations, des recherches auraient été entreprises en dehors des frontières belges. Les dirigeants de Médecins du Monde sont inquiets. 3 membres de l'organisation humanitaire ont disparu il y a 18 jours au large de Djibouti. Cette mission devait apporter une aide humanitaire en Somalie et malgré les recherches entamées par l'armée française, on n'a trouvé aucun indice sur place. Alain Chabot, Bernard Branc. L'état-major de Médecins du Monde extrêmement inquiet. Une équipe de 3 membres de l'organisation humanitaire, dont un Français, Dominique Guillermard, logisticien, ont disparu depuis bientôt 3 semaines. Ils avaient quitté Djibouti le 19 janvier dernier à bord du Goubet, un navire chargé de 120 tonnes de nourriture et de matériel. Le bateau devait rejoindre le port de Maït, en Somalie voisine, mais il n'y est jamais arrivé. L'armée française présente à Djibouti a largement ratissé le secteur, sans succès, si bien que l'hypothèse d'un naufrage est désormais totalement écartée. Pour nous, l'hypothèse la plus plausible reste incontestablement celle du détournement d'un bateau. Maintenant, par qui, pour l'intérêt de qui, c'est une question à laquelle nous n'avons pas de réponse. En fait, bien des rumeurs circulent à Djibouti. Les autorités de cette petite république, autrefois territoire français, font face à une rébellion dans le nord. Médecins du Monde devait d'ailleurs prochainement intervenir pour aider les populations situées dans la zone de conflit. Alors, le gouvernement de Djibouti a-t-il pris ombrage de ce projet? L'hypothèse pour l'instant n'est pas envisagée. Il n'y a aucune raison pour le moment de mettre en cause très directement dans une affaire aussi grave qu'est la disparition quand même d'un bateau et de son équipage, le gouvernement djiboutien. Que je sache, mais je ne sais peut-être pas tout. Rebondissement à l'instant, on vient d'apprendre que Dominique Guillermard, le français de Médecins du Monde, avait été retrouvé, mais on est toujours sans nouvelles des autres membres de Médecins du Monde. Le RPR fait la sourde oreille à la proposition de l'UDF et de Valéry Giscard d'Estaing. L'ancien président de la République suggérait à l'Assemblée nationale, hier, ici même, dans ce journal, de se faire harakiri, de s'auto-dissoudre. Mais les députés déjà mal en point n'ont pas l'âme kamikaze. En fait, pour arrêter une position commune, l'opposition au grand complet se réunira demain matin. S'il n'y a pas de consensus sur l'autodissolution, RPR et UDF sont en tout cas d'accord pour voter la motion de censure déposée à l'occasion de la session extraordinaire du Parlement. Charles Sanviti. Dissolution, pas question. François Mitterrand formel. Pour lui, l'Assemblée nationale est et demeure. Face à ce veto, l'UDF sort de sa manche l'autodissolution. Proposition de loi à l'appui, centristes et giscardiens sont d'accord. Réduire à 4 ans le mandat parlementaire et dans la foulée, évidemment provoquer de nouvelles élections législatives. Simple sur le papier, dans la réalité, le terrain est miné. D'abord à l'Assemblée, seul le gouvernement décide ou pas d'examiner un texte. Ensuite, dans l'hémicycle, pas d'adoption de la loi sans majorité absolue. Enfin, loi organique oblige, au Conseil constitutionnel le dernier mot. Bref, encore un obstacle avant la promulgation de la loi. Reste alors l'autre solution, la démission collective. L'opposition rend ses mandats, 264 démissions concomitantes. Ça veut dire que l'opposition obligera à un certain nombre d'élections partielles, qui ne lui seront peut-être pas toutes favorables, et que pour le reste, ça ne changera rien. La majorité restera la majorité. Légalement, pas d'obstacle. Politiquement, un jeu à somme nulle. Dans ces conditions, le RPR préfère, encore ce soir, réserver sa réponse et son soutien. Le climat politique va davantage se durcir à l'approche des élections régionales. Les premiers sondages sur le scrutin apparaissent. Ils nous donnent une indication prévisible sur les rapports de force. Ainsi, en Provence-Côte d'Azur, la progression de l'extrême droite se confirme. Une progression qui se fait en partie aux dépens du Parti socialiste, qui baisse sérieusement. L'opposition RPR-UDF reste en revanche stable. Un sondage BVA pour le Provençal que nous détaille Christian Metz. Écart pour l'instant très serré dans les 2 départements de l'Est de la région, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. Dans les Bouches-du-Rhône, le département le plus lourd de la région, traditionnellement à droite, RPR, UDF et Front National font jeu égal avec 24% d'intention. Mais Bernard Tapie arrive à se maintenir au même niveau
et même à consolider le score du PS aux européennes de 89. Même phénomène dans le Vaucluse, lui aussi traditionnellement à droite. Dans les deux départements, il semble que le choix de personnalités connues, Bernard Tapie et Elisabeth Guigou, permettent à la majorité présidentielle de limiter les dégâts. En revanche, dans les Alpes-Maritimes, malgré la présence du professeur Léon Schwarzenberg et plus encore dans le Var, la majorité présidentielle est nettement distancée à la fois par la droite classique et par le Front National. Un Front National qui confirme sa très forte poussée avec des scores qui oscillent entre 23 et 27%. L'enjeu est tel dans cette région que la campagne a déjà commencé. Sur quel ton? Face à la campagne bien tranquille d'un côté du président sortant Jean-Claude Gaudin, c'est en effet un choc et même un duel entre Bernard Tapie et Jean-Marie Le Pen. Les deux hommes visent bien sûr la présidence de la région PACA. Reportage sur place de Jérôme Catala et Georges Minangua. Dans le tout nouvel immeuble du conseil régional, Jean-Claude Gaudin veille au grain. Accrochez-vous bien, hein, vous savez que ça me fait peur quand je vous vois comme ça, là. Solidement installé à la présidence de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur depuis 6 ans, il mène le combat électoral à la tête de l'union de l'opposition sur un thème principal, son bilan. Et face à ses adversaires, il prend de la hauteur. Peu de grands meetings, mais beaucoup d'inaugurations. Le président Gaudin veut montrer qu'il a bien travaillé pour sa région, qu'il entend continuer à le faire, et cette fois sans alliance avec le Front National. Les couleurs qui apparaissent. Ce sont les chefs de l'extrême droite eux-mêmes qui viennent en Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'était leur droit de venir s'y présenter. C'est mon droit aussi de dire que je souhaite gouverner avec mes amis de l'UDF, du Rassemblement pour la République, des personnalités, mais ni avec les uns, ni avec les autres, ni avec Le Pen, ni avec Tapie. L'heure est donc à la guerre ouverte entre Jean-Claude Gaudin et le Front National. Pendant 6 années, les élus régionaux et surtout les 3 vice-présidents Front National du Conseil ont co-géré la région. Bruno Maigret, tête de liste FN dans les Bouches-du-Rhône, s'appuie sur cette expérience pour mener sa campagne. Depuis 1 an, il visite systématiquement les entreprises de la région, entre 2 manifestations plus médiatiques, comme l'inauguration à Marseille d'un rond-point Yann Palach. Objectif, démontrer que le Front National représente une alternative crédible. Nous allons au fond des choses et nous montrons aux Français que cette élection est un enjeu politique national d'envergure et que c'est l'occasion d'assurer la relève à une époque où la classe politique qui gouverne notre pays depuis des décennies a montré qu'elle était à bout de rouleau. Jean-Marie Le Pen, lui, préfère les effets de tribune. La semaine dernière, il exhibait une lettre de Jacques Médecin, lui apportant son soutien et annonçait la présence de la fille de l'ancien maire de Nice sur sa liste. Ici, dans les Alpes-Maritimes, l'apport des voix médecinistes pourrait être déterminant. Mais Léon Schwarzenberg, qui dirige la liste Énergie Sud dans ce département, ne s'estime pas battu pour autant. Avec Bernard Tapie, il veut lutter contre l'influence du Front National. Même si les styles, les méthodes et les discours ne se ressemblent pas. Le professeur Schwarzenberg préfère démontrer, le patron de l'OM, lui, assène ses vérités. Moi, je veux qu'à chaque fois qu'il y en a un qui mette le bulletin, là, quand il le met, il sache ce qu'il fait. Il vote pour un fasciste, il vote pour un antisémite, il vote pour un salaud. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, la guerre des 3 grandes listes aura bien lieu, mais le Parti communiste et surtout les Verts pourraient bien faire figure d'arbitre. Plus d'1 millier de sidérurgistes et de mineurs ont manifesté aujourd'hui à Metz pour protester contre les suppressions d'emplois qui frappent la Lorraine. Il n'y a pas eu d'incident, mais les syndicats tenaient à accueillir ainsi 2 ministres, Michel Delbarre et Dominique Strauss-Kahn. Ils ont eu droit en guise de réponse à une bonne nouvelle. Pour contribuer à la réindustrialisation de cette région sinistrée, Michel Delbarre, le ministre de la Ville, et Dominique Strauss-Kahn, le ministre de l'Industrie, ont en effet annoncé la création de plus de 1000 emplois en Lorraine. Des emplois créés notamment chez Renault et dans une entreprise coréenne. Reportage FR3 Nancy, Thierry Chauffour et Jean Baudin. 1 milliard de francs d'aides diverses et la création de 1000 emplois. La bouffée d'oxygène des 2 ministres chargés du lourd dossier sidérurgique ne sauvera pas la Lorraine. Face aux syndicats puis aux élus locaux, Michel Delbarre et Dominique Strauss-Kahn ont tenté de rassurer les uns et les autres. Oui, le gouvernement fera tout pour aider à la réindustrialisation. Non, il n'apportera pas toutes les solutions. J'ai dit qu'il ne fallait pas que les fonds que l'État mettait à la disposition de la Lorraine pour aider à son industrialisation soient une limite s'ils venaient à être consommés. J'espère qu'ils seront consommés le plus vite possible, ça veut dire que de bons projets seront mis en œuvre. Et ce que j'ai dit, c'est que si de nouveaux projets apparaissaient, en aucun cas le manque de fonds publics serait un obstacle à leur mise en œuvre.
Les 1000 emplois d'ores et déjà acquis pour pallier les 3300 suppressions de postes chez Usinor Sassilor se répartissent sur 2 sites. 314 dans une usine de téléviseurs implantée par le coréen Daewoo et 700 sur le site Renault de Batilly. Ce sont que des annonces. Elles sont loin de compenser ce que nous avons perdu par rapport au passé et par rapport au futur, à ce qui va arriver, mais c'est une goutte d'eau. Pour tenter de coordonner les actions à venir, un comité d'orientation des bassins sidérurgiques et ferrifères Nord-Lorrain a été mis en place. Il devra rendre une première copie fin mars, mais déjà on parle d'une deuxième usine Daewoo en Lorraine avec 300 emplois à la clé. Un événement demain dans notre journal, nous accueillerons à 19 h en direct la flamme olympique à Chambéry, dernière étape de son parcours avant Albertville, et nous consacrerons dans le 19-20 de demain une très large place aux Jeux Olympiques, mais vous l'avez constaté, nous avons commencé il y a plusieurs jours un grand tour de la Tarentaise. Rendons-nous ce soir à Albertville. Albertville où des sportifs et des touristes du monde entier sont maintenant arrivés et toute la ville se met au service des Jeux Olympiques pour qu'il n'y ait aucun problème d'organisation. Reportage FR3 Grenoble, Valérie Bonnet, Jean-Daniel Genevet. Tom de Savoie chez le fromager, marchand de pizza et poulet rôti, une clientèle locale pour un jour de marché ordinaire. Ici, seules les conversations portent sur les Jeux Olympiques. C'est une des rares places d'Albertville qui ne soit pas aux couleurs de l'événement. À J-2 avant le grand rush touristique, pas une vitrine, une façade qui n'arbore la mascotte des Jeux ou les anneaux olympiques. À 7h15 ce matin, là. Ça a bien démarré. Pour l'instant, les gens ne sont pas encore bien au courant, quoi. Un service de bus gratuit, 4 circuits sur Albertville pour éviter les encombrements. Une banque régionale s'est-elle préoccupée des problèmes de change? Un serveur Minitel est mis à la disposition des commerçants qui peuvent ainsi accepter le paiement en devises étrangères. Le montant de la monnaie à rendre en France s'affiche automatiquement et le taux de change est garanti par le banquier. Albertville joue donc la carte de l'accueil pour les touristes qui ont commencé le grand débarquement. Même si elle n'est pas encore arrivée, la ville a déjà la flamme olympique. Et l'armée et la gendarmerie veilleront à ce que la fête soit complète et réussie. Les chasseurs alpins ont en effet monté des relais, souvent à plus de 3000 mètres d'altitude. Des relais nécessaires pour tout le système de transmission des Jeux Olympiques, le système RITA. Pierre Babet et Marc Doux ont passé 24 heures avec eux à 2700 mètres d'altitude. « 9h30, arrivé sur le site dans la Grande Pareille. Les hommes sont déjà en train de creuser des congères de près de 6 mètres de haut pour y enfouir leurs installations. Ici, cette nuit, il va faire moins 25. 11h30, les hélicoptères Cougar poursuivent leur noria sur la Grande Pareille, rebaptisée Golf Papa. Ils vont y déposer plus de 7 tonnes de vivres et de matériel. Leur travail est à peine interrompu par la pause casse-croûte. 16h, la première antenne du réseau RITA est difficilement hissée en haut d'un piton, juste au-dessus de Golf Papa. Elle va relier la Grande Pareille à la station de la Rosière. Et après, tout faire transiter par ici. Tout faire transiter, oui. C'est un relais, on montrait une antenne dans la soirée, direction de Grandmont, Grande Pareille et la Rosière. Avec ça, vous êtes pareil? Pareil. 18h, coucher du soleil, c'est une vraie carte postale et aussi le premier moment de vraie détente après de 3000 mètres d'altitude. 19h30, le premier repas chaud de la journée, le bivouac va s'endormir juste après. Il est 8h moins le quart, le soleil va se lever sur ce deuxième jour de bivouac ici à la Grande Pareille. 5 hommes vont se relayer pendant toute la durée des Jeux Olympiques pour en assurer les transmissions. Ils ne redescendront dans la vallée qu'à l'aube de leur 24e jour de montagne. Alors je vous rassure, Pierre Babet va rendre sa parka à l'armée. Pour terminer, les rapports du tiercé carté qui scorait hier à Vincennes. Pour le tiercé, le 8, le 16 et le 7, qui rapportent dans l'ordre 27 439 francs 80. Vous voyez les rapports dans le désordre. Le carté plus, 8, 16, 7, 6. Je vous laisse découvrir les rapports, importants d'ailleurs. Et pour terminer, le quinté plus, 8, 16, 7, 6 et 9, avec les rapports que vous voyez.
Une dernière nouvelle dans ce 19-20 en guise d'espoir. Le président Tudjman de Croatie accepte inconditionnellement le plan de paix de l'ONU en Yougoslavie, c'est-à-dire le déploiement des casques bleus. On attend maintenant la réponse de Milan Babic, qui est le président de la Krajina, une enclave serbe en Croatie. Ce 19-20 est terminé. Marc Hautement à 22h55 vous donnera d'autres informations. Et dans quelques secondes, la météo complète de Florence Klein. Bonsoir, à demain 19h. Bonsoir. Bonne soirée.